Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pas d'amalgame, toujours avec Ève Bocara qui m'accompagne dorénavant, avec plaisir d'ailleurs. Sujet nouveau, débat nouveau, avec un nouveau chroniqueur parmi nous et un ancien, Yigal Palmore, qu'on ne présente plus maintenant, toujours directeur de communication à l'Agence Juive. Et nous avons un petit jeune, j'ai envie de dire, le Rav Eli Kling, qui s'occupe de... Voilà, juste en 30 secondes, même pas. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ah, c'est maintenant le côté pub ? Exactement. Oui. Ah ouais. Non, mais ça se présente plus, ça fait maintenant 23 ans que ça existe. Donc c'est pour des jeunes filles après le bac, une petite année de ressourcement, beaucoup d'ivrites, du Kodesh, on se balade beaucoup également, et on prépare au psychométrique, et on espère qu'elle reste ensuite. Parfait. Voilà. C'est une mechina ? C'est une mechina, oui, c'est une mechina. Le sujet qui a défrayé la chronique parmi les Israéliens, c'est forcément la loi sur l'État-nation, donc Chok HaLeom en hébreu. Donc cette loi est une loi fondamentale qui est passée par plusieurs étapes. Il y a eu des articles qui ont été retirés, qui étaient un petit peu polémiques, et nous avons maintenant une loi finalisée qui, malgré tout, continue à faire du bruit. Donc, la loi. On rappelle qu'elle a été adoptée à 5 ou 7 voix près, ce qui est très peu quand même. Ce qui va être un des sujets dont on va discuter parce que ça pose quelques questions lorsqu'on a des lois fondamentales. Alors, juste pour rappeler un petit peu ce que sont les lois fondamentales, en Israël, il n'y a pas de constitution. Donc, on a mis en attendant, j'ai mis entre guillemets, en attendant des lois fondamentales. Elles devaient être provisoires et, comme souvent, c'est du provisoire qui dure. Nous avons déjà des lois qui gèrent la Knesset, les libertés et la dignité humaine. Donc, il y a tout un ensemble de lois fondamentales qui ont déjà été mises en place. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur le site de la Knesset l'ensemble de ces lois fondamentales parce qu'elles sont très intéressantes et permettent d'éclairer un petit peu la nouvelle loi qui a été mise en place. Mais elles ne sont pas censées être provisoires. Elles sont censées de faire... le début de la Constitution. Le début de la Constitution. Exactement. C'est des lois à valeur constitutionnelle. Tout à fait. Il y a quelques années, avant, elles n'avaient pas de valeur constitutionnelle, mais il y a quelques années, il y a une décision qui a été prise pour leur donner. Il faut peut-être rappeler juste au niveau historique qu'au début, donc tout au début de la création de l'État, il y avait une obligation, enfin en tout cas on avait recommandé d'avoir une sorte d'assemblée constitutionnelle qui devait en fait, dans les quelques mois qui devaient suivre, mettre au point une constitution de l'État. Et puis finalement, il y avait la guerre au début, donc on a laissé tomber. Puis après, on s'est aperçu que... Il y a eu d'autres guerres. Oui, et puis il y a eu d'autres... Non, puis la vérité, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord, donc ils l'ont pas fait. Et donc finalement, ça se construit petit à petit, au fur et à mesure que le temps arrive, ou que les conjonctures politiques le permettent. Donc il y a de temps en temps des lois Chok-Yesod. Globalement, ça arrange un petit peu tout le monde qu'il n'y ait pas encore de constitution ferme et définitive, je parle au niveau politique. Simplement, la nouvelle loi, tu n'es pas tout à fait d'accord, dis-moi ? Pas tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, enfin depuis de longues années, l'opposition principale à l'idée même de constitution vient de la part des partis ultra-orthodoxes qui s'opposent à toute idée de constitution, puisque pour eux, la seule constitution, c'est la Torah. Maintenant, je crois que l'existence de ces lois fondamentales, c'est très bien, parce qu'on ne va pas appeler ça une constitution, ça va, il n'y a pas de souci. Mais ça joue le rôle d'une constitution, et plus on a de lois fondamentales, et plus une véritable constitution prend forme, et on a cette base tous les systèmes juridiques qui prend forme, et qui donne une base, quoi. C'est une bonne chose en soi. Et moi, je pense que la manière aussi très spéciale donc à l'israélienne, finalement, ça n'a pas été mauvais, parce que je pense pas que on aurait vraiment pu le faire avec toutes les tensions. Il fallait d'abord qu'on s'installe, qu'on se connaisse, qu'on apprenne à vivre les uns avec les autres. Et ensuite, on a trouvé plus ou moins, ça a toujours fait un petit peu grincer les dents à droite à gauche, mais enfin, plus ou moins, on a trouvé des consensus qui permettent de faire passer les lois. Alors justement, par rapport au consensus, parce que là, il y a un petit souci de consensus, comme l'a rappelé Ève. Oui, on n'est pas tout à fait dans le consensus pour ça. Voilà, c'est 62-55. 61, je crois. 62-55. 62, et la pauvre Lardita, comment elle s'appelle, la ministre Rotoveli. Rotoveli, oui. Elle vient d'accoucher, donc elle n'a pas pu. La sous-ministre. Vice-ministre. Donc, justement, là, on est sur une absence de consensus, parce qu'on a vu qu'il y avait des débats qui sont accrochés. Le président de l'État d'Israël le président de l'État d'Israël, c'est en particulier son opposition, en particulier sur des articles qui ensuite ont été retirés. Ouais. Donc, ou amendés, plutôt. Exactement. Et même au sein de la majorité, tout le monde n'a pas voté pour.
C'est ça la division il y a eu elle-même au le sein de la fils majorité. Il n'y a pas beaucoup. Begin. Alors, Begin qui s'est deux abstenu. députés juifs, Benny Begin et Orly Levy, et des députés druzes, mais de la majorité, qui ont annoncé qu'ils vont faire recours à la Cour suprême. Il y a Hassan, par exemple, C'est dur pour la Cour suprême. Légalement, c'est dur de remettre en question une loi fondamentale qui a été votée quand même par une majorité, et pas seulement une majorité. Par une majorité absolue. Absolue. Oui. Parce que, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, Eva, il y a eu déjà, c'est pas une grande majorité, mais il y a eu déjà des cas de lois particulièrement importantes qui sont passées comme ça. C'est la majorité quand même. Avec une majorité pas du tout absolue, je crois que c'était 30 quelque chose contre un petit peu moins. Et donc, c'est pas. Au contraire, cette loi-là, elle a, au niveau juridique, en tout cas, je suis pas un grand spécialiste, mais enfin, ça me semble très difficile de la remettre en question, même par la Cour suprême. Ouais, je suis d'accord, parce que pour les lois fondamentales, il faut une majorité absolue. Et comme cette condition est remplie, je vois mal comment la Cour suprême pourrait la rejeter, sauf s'il y a eu un vice de procédure que nous ne connaissons pas. Alors, sur la loi fondamentale, comme elles ont valeur constitutionnelle, on sait que dans d'autres pays, par exemple la France, il faut une majorité qui soit qualifiée des 2/3, par exemple. Est-ce que en Israël, il ne manque pas quelque chose comme cela pour justement asseoir la loi totalement et éviter le moindre débat? Est-ce que ce serait peut-être pas une manière justement d'éviter ce genre de discussion? Je crois qu'il y a des lois qui, dans leur propre texte, requièrent une majorité qualifiée de 2/3 pour qu'elles soient amendées ou annulées. Mais globalement, vu la nature de la politique israélienne, obtenir une majorité de 2/3 à la Knesset telle que nous la connaissons et telle que nous la vivons, telle que nous l'aimons... On n'aurait peut-être pas d'État juif d'ailleurs si on n'aurait rien... Alors, il faut peut-être revenir, faut peut-être revenir sur ce que dit cette loi. Voilà, donc, justement, j'ai noté quand même, on m'a envoyé Moi, je l'ai ici. les différents éléments. Alors, en français, pour nos auditeurs, alors justement, au niveau de la traduction, on dit que traduire, c'est trahir. Et justement, les traductions sont extrêmement complexes au niveau de la loi. Donc, il y a plusieurs principes qui, d'ailleurs, sont issus de la déclaration d'indépendance. Donc, tout un ensemble d'éléments sur le fait que c'est un État juif. Des choses qui ne sont pas reprises également, comme le fait que c'est un État juif et démocratique. Certains... C'est pas que c'est pas repris, c'est pas dans le... Le mot n'est pas dans la loi. Oui, le mot démocratique n'est pas dans la loi. Exactement, il n'est est pas dans la loi. démocratique, Mais il n'est pas non plus dans la égalité. déclaration d'indépendance. Hein. Je vous stam en passant. T'es sûr? Oui. Mais là, on aurait peut-être imaginé une balance à cet État juif. Le mot démocratique n'aurait pas été superflu. Alors, Mais Vous voulez qu'on en parle maintenant? Juste, par exemple, sur l'aspect démocratique, parce que c'est repris dans d'autres lois fondamentales. Dans d'autres lois, c'est ça, Voilà, juste, je te laisse poursuivre. Non, je vais juste te dire que... oui, allons-y, lançons le débat. C'est parti. Non, sur ce point particulier, c'est pas le sujet, tout simplement. Il y a d'autres lois fondamentales qui définissent en effet le système de gouvernement israélien. Il y a une loi qui s'appelle la Memchala, une loi qui s'appelle la Knesset, etc. Et là-bas, on parle de démocratie. Il n'y a aucune raison, enfin, il n'y a rien qui est écrit quelque part, c'est pas une halakha la Moshe Mizrahi, que chaque fois qu'on dit État juif, il faut tout de suite dire après État démocratique. Il n'y a pas d'antinomie entre cette loi-là et le caractère démocratique d'Israël. On va dire comme ça, s'il y avait qu'une seule une seule loi qui serait été celle-ci, alors en effet, on aurait pu dire il manque quelque chose pour contrebalancer, en tout cas pour maintenir cet équilibre instable entre les deux. Instable, c'est une question, on peut en discuter également. Mais comme il y a d'autres lois qui complètent, etc., il n'y a pas de problème. On ne va pas parler de la démocratie quand on est en train de parler de... Alors on parle de démocratie, il faut rappeler, parce qu'il y a quasiment 17% d'Arabes israéliens en Israël. Alors, juste, ça fait partie des différents... Mais le sujet n'est pas le sujet de la loi. Est-ce que le sujet de la simplement... loi, c'est par exemple que l'État doit s'appeler Israël, que la langue doit être la langue hébraïque, que le calendrier doit... Donc c'est une manière de définir le côté juif de l'État. Il n'y a pas de raison de rappeler. L'État est censé être un État juif. Après, il y a un autre sujet qui est quel genre de système gouvernemental on va mettre en place. C'est connu que c'est la démocratie. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux quand même de le rappeler? Entre guillemets, ça ne coûtait rien. Juste égal. Il y a plein de choses qui coûtent rien. Mais à mon avis, il faut rester dans le cadre de la loi. La loi n'est pas là pour ça. Juste égal. Oui, arrête de dire ça ne coûte rien, parce que ça rappelle trop de blagues juives sur comment on a reçu les 10 commandements et le reste. Bon, donc c'est peut-être pas le meilleur argument en ce moment. Maintenant, oui, on peut dire ça mange pas de pain. Voilà. D'accord, ça mange pas de pain. Oui, on aurait pu mettre démocratique. Pourquoi, à mon avis, on aurait dû mettre démocratique? Même si je n'ai rien à dire contre l'argument que vient de présenter Elie. C'est très simple. Dans le discours politique israélien, la formule État juif et démocratique n'arrête pas de revenir de manière répétitive, à satiété. C'est une formule close.
Et là, on ouvre... D'ailleurs, la diplomatie israélienne, par rapport aux pays environnants, dit nous sommes la seule démocratie. Oui, mais ça, c'est pas un article de presse. Hein. C'est pas alors, comme ça revient toujours dans le discours, quel que soit le sujet, quel que soit le propos, à partir du moment où on l'omet, hop, il y a un silence. Et comme on le sait quand on s'y connaît un peu en musique ou en mathématiques, le silence ou le zéro, ça porte une grande valeur. Surtout quand on prête des intentions diaboliques à ceux qui... Mais bien sûr qu'on va prêter des intentions, puisqu'ils ont fait exprès de ne pas le dire. Oui, parce qu'on le dit toujours. Donc là, tout de suite, on le dit pas. Parce que c'est pas le vide qui se remarque. Comme on a l'habitude de le dire toujours. On ne peut pas critiquer une loi sur les choses qui ne sont pas dites. On peut critiquer une loi... Non, à mon avis, la seule manière de critiquer une loi, surtout une loi aussi fondamentale que celle-ci, c'est de voir si elle prête à conséquences, et que les conséquences en question, c'est des conséquences qui ne sont pas acceptables. C'est là-dessus, je pense qu'il faut qu'on discute. Mais on ne peut pas dire, sous prétexte qu'il y a un mot qui manque, un mot qui ne manque pas, on ne peut pas dire qu'à cause de ça, c'est une raison pour l'hystérie. Enfin, en tout cas, qui justifie, à mon avis, pas l'hystérie qu'on entend ces derniers temps. Alors, juste, on va voir sur quelques articles qui sont assez problématiques, selon certains. Et qui, en fait, la problématique, c'est savoir est-ce que ce sont des points qui remettent en cause la démocratie israélienne. C'est vraiment je vais rajouter encore juste un petit point sur ça. Si on avait dit démocratique, on aurait été obligé de nouveau d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par ça. D'où vient le problème ? Le problème, c'est que les mots, on est tous d'accord, et quand on rentre après dans l'application pratique, alors on se dit ah oui ça, mais non, parce que ça. Et donc, c'est ça le problème. Et justement, comme le but c'était de définir qu'est-ce qu'on appelle un État juif, alors on s'est concentré là-dessus. Si le but avait été qu'est-ce que c'est qu'un État démocratique, on serait concentré là-dessus. Et en effet, dans les différentes lois, les Rocaille-Yesod qui parlent de ça, on en parle. Mettre ici simplement le mot pour dire on a mis le mot démocratique, ça aurait ouvert de nouveau le débat. Qu'est-ce qu'on appelle démocratique, qu'est-ce qu'on appelle démocratique ? Et puis ça aurait laissé également aux juges la possibilité de juger comme eux pensent, qu'est-ce qu'eux ils entendent comme démocratie, en disant c'est pas contradictoire avec le Rocaille. Et c'est pour ça que le gouvernement s'est opposé à le mettre. L'affirmation de l'État. La démocratie, mais ils ont peur d'une interprétation qui est pas celle des législateurs. L'affirmation de l'État juif, elle pose la question de l'égalité des citoyens israéliens. Donc, le mot démocratie n'était pas super. Ce sont les différentes paragraphes de la loi qui doivent être analysés, chacun en particulier, et on doit pour chacun se poser la question est-ce que ça met en cause les droits des minorités ? On vient justement sur ce point-là. En particulier, il y a l'article 4 sur la langue. Donc là, c'était énormément débattu. On va simplement expliquer quelle était la situation précédente, qui était d'ailleurs assez floue. C'est-à-dire qu'on reprenait une ordonnance britannique de 1922 qui établissait qu'il y avait donc 3 langues officielles, l'anglais, l'hébreu et l'arabe. Lorsque l'État juif a été créé, il y a eu un amendement à cette ordonnance en retirant l'anglais des langues officielles. Donc la question est de savoir si est-ce que c'est... Alors d'ailleurs, dans le texte britannique, pour être très précis, ça parle de langue officielle dans le cadre de l'usage administratif, etc. Donc, il n'y a pas de langue officielle en tant que langue presque symbolique, voilà, nationale. Donc, c'est la subtilité importante dans tout ça. La conséquence de cet article, c'est que l'arabe a maintenant un statut, mais un statut spécial qui n'est pas égalité. C'est-à-dire que souvent, il n'a pas de statut. Il aura un statut. Une fois que c'est ce que dit la loi. Il aura à l'avenir proche. La loi dit exactement. Il aura un statut. Ça sera défini par les lois qui seront ensuite définies par la suite. C'est pas au futur, c'est pas écrit au futur. C'est écrit donc 4 alinéa 2, les Safa arabites ma'amad miyukhad bamdina. Il n'y a pas écrit il sera. Il a un statut particulier. Oui, mais quel est ce statut ? Le statut sera déterminé à l'avenir. Alors sur le fond on parle du fond ? Oui. Non, on parle du fond. Ah, ok. Moi personnellement, je ne sais pas si ça intéresse les gens de savoir ce que je pense personnellement, mais en fait c'est peut-être pour ça aussi que je m'invite, finalement. Oui. Moi j'ai eu un parcours un petit peu spécial avec cette loi. Au départ, quand on en a parlé, l'idée de faire cette loi, j'étais contre. J'étais vraiment contre. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a 2 sortes d'opposition à la loi, en fait. Je ne sais pas quelle est la tienne. Je peux tutoyer, ça dérange pas. En Israël, c'est la moindre des choses. Donc, je t'en aurais beaucoup voulu si tu m'avais vouvoyé. Très bien. Donc, il y a 2 sortes d'opposition à la loi. Et je ne sais pas dans laquelle tu te situes. Et à mon avis, elles sont un petit peu contradictoires tous les deux. Il y a une première opposition qui est de dire cette loi est complètement inutile. C'est mettre elle n'a aucune conséquence pratique de toute façon. C'est des choses qui sont évidentes pour tout le monde. C'est comme si on mettait le doigt dans l'œil d'un lion et après, à quoi ça sert ? Autant continuer normalement à faire ce qu'on fait. On n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. Et puis, de toute façon, c'est une évidence. Ça, c'est une première possibilité. C'est la raison pour laquelle j'étais contre. Et une deuxième possibilité qui est non, pas du tout. C'est pas du tout une loi qui est
déclarative, c'est une loi qui a des conséquences pratiques très dangereuse pour l'avenir de l'État, très problématique pour les problèmes de minorité, etc. Et donc, il faut être contre sur le fond du problème. Pourquoi je dis que c'est contradictoire ? Parce que tu ne peux pas dire à la fois que c'est uniquement déclaratif et qu'il n'y a pas de conséquences pratiques, et en même temps dire qu'il y a des conséquences pratiques, c'est ça qui fait le problème. J'ai simplement Donc, regarde, c'est très, je termine. Donc, moi, quand on en a parlé avant qu'on rentre dans le détail, etc., j'étais contre parce que moi, je suis un petit peu genre, comme faisait le Mapai de l'époque. Quand tout va bien. On n'a pas besoin de dire les choses. Tant que la caravane passe, c'est pas la peine de faire envoyer les chiens. Donc, c'est ce que Ben Gurion disait. Pour ça, Ben Gurion, il a pris tellement de temps à dire, alors que Jabotinsky disait depuis le début, il faut dire l'État juif. Et Ben Gurion, ça lui a pris des années avant de dire, le but du sionisme, c'est de créer un État juif en Palestine. Ça, c'était en 42, je crois, en 43, Biltman. Mais pourquoi ? Parce que ça faisait partie de la philosophie du Mapai, de dire, on n'a pas besoin de dire des trucs qui sont évidents, on va le faire, et puis on va le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas le Mapai, c'est l'ancêtre du Parti travailliste israélien. Et donc, j'étais un petit peu pour ça. Et puis, je dois dire que ces derniers temps, enfin, depuis que la loi est passée surtout, et depuis que j'entends cette hystérie collective qui s'est emparée de tous ceux qui ne sont pas au gouvernement finalement, et même de certains qui y sont, je me suis dit, apparemment, ça valait la peine de le faire. Donc, si ça provoque tellement de réactions sur un truc qui semble tellement évident pour tout celui qui le lit sans arrière-pensée pour la première fois objectivement, etc., et sans essayer de prêter des intentions machiavéliques uniquement en lisant le texte, en le traduisant. S'il y a tellement de gens qui sont choqués à cause de ça, ça veut dire que les choses sont peut-être pas si évidentes que ça, et donc ça valait la peine de le dire. Et donc je suis de plus en plus convaincu que c'était une bonne voie finalement. Alors je vais rebondir sur ce dernier argument. Il était bon. Je vais rebondir sur ce dernier argument et dire, je pense exactement le contraire. Une loi fondamentale et certainement une loi sur l'État-nation aurait dû faire l'unanimité autour d'elle. Or, cette loi sur l'État-nation divise l'État et divise la nation. D'abord, dans l'État, il n'y a pas tous les citoyens de l'État qui sont pour. Et à l'intérieur de la nation juive, on est loin d'avoir l'unanimité non plus. Donc c'est une loi qui, par nature, aurait dû être vraiment la plus consensuelle possible, fait autant de débats. Si vous voulez parler d'hystérie, ça ne me dérange pas. L'hystérie, j'en fais mon boulot. On ne parle pas de toi, mais on parle. C'est vrai qu'on a vu des. Je ne parlais pas bien de toi, mais non. En plus, je ne sais pas ce que tu penses. Mais il est vrai que tu avoueras qu'il y a quand même des réactions qui sont. Surtout par rapport à ce... Bon, quand les Arabes palestiniens qui sont israéliens et qui sont représentés à la Knesset et dont on sait exactement quel est le but à court terme ou à long terme, quand eux emploient des mots apartheid, ils font leur truc... Bon, ça je comprends, c'était prévisible, d'accord. C'est de bonne guerre. Non, c'est de bonne guerre. Mais enfin, un type comme, je sais pas, Barak ou comme truc, ou même comme Benny Begin, enfin, on n'a pas besoin de faire peur à tout le monde, comme si la démocratie... D'ailleurs, mais si la loi parvient à diviser et l'État et la nation... À mon avis, c'est pas sur la loi qu'il faut se poser la question, mais sur la dérive de plus en plus dangereuse qui gagne une partie de plus en plus importante de la population. Je crois que c'est ça le vrai problème. Et finalement, c'est une bonne chose que les choses viennent... Parce que moi, j'avais l'impression, franchement, j'avais vraiment l'impression que lorsqu'on dit l'État d'Israël est un État juif, que la Tikva, c'est son hymne national, que sa langue, c'est l'hébreu, etc., je me suis dit, il y aura toujours des gens à droite, à gauche, qui disent, mais enfin, 90% des gens qui sont sionistes, qui se disent sionistes, et il n'y a pas de raison. Enfin, je relisais encore une fois le texte, on ne peut pas le dire, ça prend 5 minutes de lire, voilà. Mais franchement... C'est pas un texte très long, d'ailleurs. C'est pas très long. Ouais, mais il faut bien s'y connaître en hébreu. Alors, d'accord, mais enfin, il n'y a rien dans ce texte qui est choquant. Il n'y a rien. Mais tu me dis le truc le plus choquant, enfin, tu as commencé par ça, il y a peut-être deux séifim qui prêtent un petit peu à discussion. Le premier séif, le premier paragraphe, c'est ce que tu dis à propos de la langue arabe. Bon, franchement, moi, personnellement, ça me dérange pas que la langue arabe soit la langue officielle. Je sais pas pourquoi on l'a enlevée. Je suis pas un fanatique de ce truc-là. Mais enfin, il faut quand même dire les choses objectivement. On a le droit de dire que l'hébreu c'est la langue officielle d'Israël, même s'il y a une minorité de 20%. Les pays qui ont des minorités de 20% n'ont pas obligatoirement décidé que la langue officielle de ces 20%, la langue de ces 20% soit une langue officielle. D'autant plus que, et c'est quand même important, et les gens ne le disent pas. Les gens ont entendu à la radio ce matin, et c'est franchement malhonnête, ou alors ils l'ont pas lu. Dans le même paragraphe, donc le 4, il y a écrit, je lis en hébreu pour être sûr que voilà, En ba'amur besif ze kedei livgoa bama'amad shenitan befoal la safa aravit lifnei trilato shel chok yesod ze.
Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Je traduis pour nos auditeurs. Par rapport au statut exact. Le texte dit lui-même, ce qu'on vient de dire maintenant, que la langue officielle c'est l'hébreu, ça n'a absolument aucune espèce d'influence sur le statut qu'a eu pour l'instant Befoal dans la pratique l'arabe avant la promulgation de la loi. Ça veut dire que de la même façon qu'aujourd'hui encore, et je suis très content de ça, quand on se balade dans les rues et quand on se balade dans les autoroutes, il y a des panneaux qui sont dans les 3 langues, même si l'anglais n'est plus langue officielle, mais je pense que ça fait plaisir et puis ça franchement, je me sens pas choqué à cause de ça. Au contraire, je pense que c'est une très bonne chose que nos 20% de citoyens arabes ne soient pas obligés d'apprendre l'hébreu pour pouvoir s'y retrouver, tant mieux. Que les documents officiels soient écrits également en tant mieux, ça ne changera pas. Et donc dire que symboliquement, le fait, voilà, parce qu'il y a dans une loi fondamentale, dans une constitution, il y a des aspects de droit, mais également des aspects symboliques très importants. Alors c'est pour ça que j'ai dit que moi, personnellement, j'aurais évité pour pas vexer psychologiquement. Mais c'est très important. Nos amis russes, nos amis arabes. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est pas ça le fondamental de cette loi en vérité ? C'est Bibi Netanyahou qui voudrait un peu attiser qui, avec des petits mots, en mettant pas démocratique, en faisant ça, fait plaisir à plein de gens. Non, je ne pense pas. D'abord, c'est pas un péché d'essayer de faire plaisir à son électorat. C'est pour ça que les gens ont été élus. Et je vois pourquoi le type devrait s'excuser de faire quelque chose qui est dans le sens de ce que son électorat demande. C'est quand même la première mission qu'il a à faire, c'est d'essayer de faire plaisir. Mais à part ça, et plus loin que ça, je pense que le problème de fond est celui qui, pour le coup, n'est pas dit, mais qui devrait quand même l'être, parce que, à mon avis, c'est ça qui crée justement ces tensions. Il y a depuis quelques années, et de plus en plus, la grande question de savoir, est-ce que cet État, la question ne se pose pas sur le côté démocratique du tout. La question se pose sur le côté juif de l'État. Est-ce que cet État doit rester l'État juif que nous avons connu depuis 70 ans, ou bien il est temps maintenant qu'on est installé, que tout va bien, de changer un certain nombre de lois et de faire en sorte qu'il devienne l'État de tous ses citoyens en hébreu. Par exemple, après tout, est-ce que la tikva, franchement, est-ce que tu vois un arabe chanter pendant 2000 ans, est-ce qu'il ne faudrait pas amender la tikva ? Ce sont des vraies questions d'ailleurs. Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas des vraies questions, mais je dis qu'il y a une sorte de non-dit dans l'air, de plus en plus forte, parce que en général, c'est les gens qui le pensent, c'est les gens qui ont peut-être plus de pouvoir politique réellement, mais ils ont en tout cas un pouvoir dans tous les autres domaines d'être un petit peu l'élite de la société dans tous les autres domaines. L'élite de Tel Aviv, pour ceux qui n'auraient pas compris. Les éditorialistes. C'est pas ça, c'est les facs, les profs de fac, c'est les gens qui écrivent dans les journaux, etc. Et finalement, c'est des choses qui apparemment deviennent de plus en plus acceptables. Et cette loi, elle vient remettre les choses en place. Et si un jour, on a décidé de faire de ce pays un pays de tous ses Ezrachim, eh bien, il faudra, en effet, une majorité bien supérieure à la moyenne, parce que ce sera un roc et sol, pour l'instant en tout cas, et peut-être c'était le dernier moment pour faire le frein qu'il fallait. C'est ce que je suis en train de me dire. Peut-être que c'était le moment de dire, voilà, c'est un État juif, et arrêtez avec vos illusions. Alors, ce qui me choque, il y a des choses qui me choquent dans le texte, d'ailleurs, et on va peut-être en parler plus tard, mais là, ce qui me choque, et vraiment ça me choque, c'est de voir comment vous, quand je dis vous, c'est pas toi, vous, un grand public qui soutient la loi pour les mêmes raisons que tu viens d'avancer, comment vous avez peur d'un épouvantail. Personne ne va changer la nature de l'État juif, personne ne va abroger la tikva, personne ne va enlever le Magen David du drapeau pour le remplacer par une croix ou par... Pourquoi je suis tellement sûr juste une petite... Allez, 3 secondes. C'est toi l'homme de foi. Alors non, c'est pas une question de foi. Non, la foi, c'est quand on va dans le sens de la foi. Il y a des députés qui sont pas de Meretz. Mais quel député parle de Shafir ou une autre. Il y a des députés aujourd'hui. Alors ça commence comme... C'est pas vrai, ça commence comme à l'époque par une minorité, soutenue de toute façon par les 13 députés arabes. Je vais juste reprendre une toute petite chose. Il y a un texte de Emmanuel Navon qui a été beaucoup partagé, traduit, etc., sur la Cour suprême israélienne. Et il met en avant cet argument-là en disant, voilà, depuis quelques années, il y a un activisme politique de la Cour suprême. Toi, Yigal, est-ce que tu penses que c'est un argument valable ou pas, ou est-ce que tu le vois ou pas ? L'argument, il est valable, mais je dis franchement, moi, je n'ai pas du tout peur que l'État change de caractère. Même avant la loi, c'était déjà l'État-nation du peuple juif. Ce principe était bien assis et bien acquis dans la mentalité d'une très grande majorité des Juifs d'Israël. On ne parle pas de la minorité arabe, c'est autre chose. C'était acquis dans l'esprit de la minorité druze, d'accord ?
Et là, bon, on fasse la loi ou pas, on en parle, mais est-ce qu'il fallait vraiment freiner une évolution qui, à mon avis, est une évolution factice. C'est un discours de quelques profs d'université qui sont en vogue, on les cite. Non. Il y a 1 ou 2 députés qui en parlent. Les éditorialistes du Haaretz, de temps en temps, font remonter la sauce. Mais c'est pas sérieux, ça. Qu'est-ce que je voudrais que tu aies raison, que les éditorialistes du Haaretz... Ce qui est écrit dans l'éditorial du Haaretz, ça devient, quelques 2 mois après, ça devient le discours d'un tel ou tel député. Et quelques semaines, est-ce que ça a un effet réellement ? Oui, ça devient un appel à la Cour suprême. Est-ce que c'est tellement inconcevable que demain, quelqu'un vienne, une ONG quelconque dont les tendances sont connues, quelqu'un vienne et dise à la Cour suprême la loi du retour est une loi raciste, qui est contradictoire avec la loi contre la discrimination raciale, avec la loi de... Après tout, pourquoi est-ce que c'est juste des juifs qui sont nés en France, qui auraient le droit, et seulement eux, et par leurs copains chrétiens, qui auraient le droit, quand ils viennent en Israël, de devenir tout de suite... Est-ce que c'est pas... Et alors, ça dépend du juge qui est en face, figure-toi. Parce que si le juge en question, il dit, c'est pas si bête que ça comme question, va savoir... Alors, je suis d'accord que la première fois, ça sera refusé, il y aura qu'un seul juge minoritaire qui dira le contraire, mais la deuxième et la troisième fois, c'est les idées qui font leur chemin. Là, tu as une loi et tu peux dire, d'accord, c'est vrai qu'il y a une discrimination. D'abord, il ne faut pas se voiler la face. C'est en effet discriminatoire. Pour expliquer cette discrimination, il faudrait revenir à l'histoire du sionisme. On ne va pas le faire maintenant. Mais c'est en effet une loi qui est discriminatoire. Et si tu n'as pas une loi sur laquelle les juges peuvent s'appuyer pour dire, écoute mon vieux, c'est peut-être discriminatoire, mais c'est la loi de l'État d'Israël. C'est parce que c'est un État juif. Et c'est comme ça que c'est écrit. Alors, je me demande dans quelques temps, pour être optimiste, je dirais dans quelques années, mais la vérité au fond de moi, je me dis dans quelques mois ça peut arriver, que la Cour suprême dise, t'as raison, comme elle a déjà essayé de le dire à propos du KKL par exemple. C'est pas de la science-fiction. C'est le gouvernement qui veut nationaliser le KKL, pas la Cour suprême. La Cour suprême, quand on parle du KKL avec l'Israël, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les terres en question ? Est-ce qu'il y a une priorité ? D'ailleurs, c'est le deuxième CIF qui est problématique, c'est de l'Hitchashwood. Est-ce qu'on a le droit ou pas, dans un État juif sioniste, de dire la priorité, c'est de vouloir qu'il y ait plus de yishuvim juifs ? Alors, on va arriver justement, c'est ce point-là. Alors, un mot sur la loi du retour, quand même, sur la loi du retour. D'abord, je ne suis pas juge, certainement pas à la Cour suprême, mais je connais quand même la déclaration de l'indépendance qui commence par parler d'un État juif, et la déclaration de l'indépendance a quand même une valeur spéciale dans la législation israélienne. Alors, elle a une valeur normative. Pour comparer avec le droit d'autres pays, la discrimination, si vous voulez, en faveur d'un certain groupe national ou ethnique dans l'immigration, elle existe dans des pays occidentaux et démocratiques, comme l'Espagne, comme l'Irlande, le Japon, comme le Portugal. Et ben moi je préfère qu'on soit sûr. On est dans le droit chemin. Juste une petite chose de la démocratie occidentale. Juste une toute petite chose. Je préfère que ça écrit explicitement. Il y a des fois des choses qui vont être écrites. Et juste une toute petite chose. Là, c'est un point que je voulais rappeler également, c'est que c'est une loi qui existe dans d'autres pays et que toute nation, de toute façon, est basée sur une forme de discrimination, c'est-à-dire qu'on choisit ses citoyens. Donc ça, c'est un point. Sur un point concernant la Cour suprême, il faut savoir que la Cour suprême, on lui avait soumis il y a quelques années une demande justement d'organisation de gauche qui disait on veut maintenant qu'il y ait une nationalité israélienne qui existe, et ils avaient refusé en disant non, il n'y a pas de nationalité israélienne, on est citoyens israéliens de nationalité juive, arabe, circassienne, russe, etc. Donc est-ce que c'est ça ta crainte, c'est que au deuxième coup qu'est-ce que c'est qu'une roque? Alors peut-être il faut juste rappeler, on l'a pas dit, la Cour suprême en Israël qui est à peu près l'équivalent du Conseil constitutionnel en France, qui peut casser les lois, qui est plus large, qui a la réputation d'être, il y a 15 membres qui siègent, 15 juges qui siègent à la Cour suprême, elle a la réputation d'être de gauche, et le gouvernement et la Cour suprême sont un peu en bisbille très souvent. Voilà, ça c'est juste pour recentrer le débat de manière socio-politique. On va arriver maintenant sur le cas des implantations. Alors juste déjà sur le terme en hébreu, qui est beaucoup plus large que c'est pas des colonies. Quel terme? Itchashwout. Exactement. Donc qui peut être également. Quel rapport avec la loi? Parce que c'est l'article 7. Ah, Itchashwout. Voilà. D'accord. Oui. Donc sur cet article 7 qui a également fait couler beaucoup d'encre en disant voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'on valide? Est-ce que la création des colonies dans les territoires est maintenant? Il n'y a ni le mot colonie, ni le mot territoire, ni le. Voilà, justement, c'est pour ça que. Non, mais je veux dire, il y a quand même ici. Pour ça que je parlais tout à l'heure d'hystérie. C'est quoi l'hystérie? L'hystérie, c'est de monter sur ses grands chevaux, enfin, quand même.
Moi, ça m'inquiète cette volonté de chaque fois qu'il y a quelque chose qui rappelle quelque chose de sioniste ou de juif, cette réaction disproportionnée de la part de toute l'opposition. C'est quand même long. Moi, je me serais attendu à ce qu'un certain nombre de gens de l'opposition sachent raison garder et dire ok, on n'est peut-être pas content que ça se fasse maintenant, on n'est pas content qu'il y ait des choses qui n'ont pas été dites, qui auraient dû être dites, mais enfin on est quand même d'accord sur le fond, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas être d'accord sur le fond quand on est sioniste, et donc soit je m'abstiens parce que je suis dans l'opposition, soit je vote pour. Le fait qu'ils ont voté comme un seul homme contre, c'est très inquiétant. D'abord, ça pose en effet des torts à Israël. Sur l'article 7. Ça permet comment il s'appelle le chef d'orchestre là, qui a fait une déclaration Barenboim. Ça permet à Barenboim, il avait pas besoin de ça. Il avait déjà n'a pas besoin de ça pour ça, mais enfin, d'accord, mais ça lui permet de dire voilà, c'est un truc d'apartheid. Oui, mais sauf que lui, c'est pas l'important. Non, mais si quand même, parce que si on avait eu, ne serait-ce qu'une partie de la gauche, du centre, on va dire, du centre-gauche, si on avait eu des gens qui auraient été responsables et de dire voilà, c'est quand même, si vraiment il y avait un truc horrible et il fallait monter sur les barricades, d'accord, mais enfin, comme il n'y en a pas, eh bien alors au moins on montre qu'on est d'accord parce que c'est quand même un roquet-saute pour éviter qu'on nous accuse de tous les noms alors que c'est pas des accusations qui sont fondées, ça aurait une autre figure. Je suis désolé, mais sur l'article 7, vraiment, on va lire l'article 7. Sur l'article 7. Alors, je lis l'article 7 pour que nos auditeurs puissent se rendre compte à quel point il est raciste. Hamedina Ro'a. Donc l'État voit Bepituach haïtiashut hayoudit, dans le développement des implantations, c'est même pas implantation, c'est pas implantation. En français, implantation, ça fait l'urbanisation, la présence sur le terrain. C'est très parvé, comme on dit, c'est très neutre. La présence, voilà, haïtiashut hayoudit des Juifs, Erech Leumi, elle voit ça comme une valeur nationale. C'est la moindre des choses que le sionisme voit comme une valeur nationale, le fait de d'installer les Juifs. Attends, je termine juste la phrase. La phrase Vitifal, et donc que l'État agira almenat leoded afin d'encourager ou les kadem et de favoriser Hakama ou Bissus Shela, la création et le fait que ça s'enracine, ça, Bissus Shela de la Hitiyashvut, c'est-à-dire du fait que des Juifs peuvent s'installer en Israël en tant que Juifs. Alors, enfin, je sais pas, on s'est battu contre les Anglais pendant des années. Mais justement, les Anglais ne sont plus là. On est chez nous, c'est notre pays. On ne se bat ni contre les Turcs, ni contre les Anglais, pourquoi tu n'as pas dit ça pour le Roch HaMemshala? Le Roch HaMemshala, il y avait écrit qu'il faut voter au truc, au scrutin. Pourquoi tu n'as pas dit, mais on le sait bien, tout le monde le sait. Parce que le Roch Yesod, par définition, à cause du mot Yesod, il est là pour dire des choses qui sont évidentes, mais pour que ça ait une force de loi. De la même façon que le Roch HaKnesset aussi, il aurait pu être inutile. On sait bien qu'il y a une Knesset. Oui, mais il faut le dire. Il y a des choses que ça va mieux quand on le dit. Oui, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, justement. Je pense que c'est très important de le dire. Je pense que c'est quand on écoute des Arabes et quand on écoute des organisations, des ONG dire que... Ne plus inviter de rabbins. Que judaïser le Galil ou judaïser le Negev, c'est un gros mot, ben peut-être qu'en effet... Il y a des choses d'abord qu'il ne faut pas dire, il y a des choses dans lesquelles il faut garder un espace de flexibilité, une marge de manœuvre, et puis il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce qu'il ne faut pas dire, c'est tout. Maintenant, pour les... Non, ce n'est pas flexible. La Hitiyashvut Yehudit, ça veut dire que l'État donnera la priorité à créer un nouveau village, une ville de développement, ou un kibbutz, ou un moshav, ou une communauté shuv keilati en Galilée ou dans le Negev, mais lorsque des Bédouins au Negev, par exemple, demanderont une nouvelle urbanisation, puisque l'État en construit, on va leur dire vous passez il faut en deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, vous n'êtes pas prioritaire, l'État n'est pas fait pour ça. Donc c'est ça le problème. On ne parle pas des territoires ici. On parle de ce qui se passe Alors le terme Hitiyashvut Yehudit, il vient de l'histoire du sionisme. On parlait de Yishuv, c'est la même racine. De l'époque où il n'y avait pas d'État souverain juif, ok. Donc on devait s'implanter, on devait construire des communautés agricoles ou urbaines sous un régime qui n'était pas à nous, qui n'était pas un régime juif israélien souverain, donc sous les Anglais ou les Turcs. Ça, c'était la Hitiyashvut Yehudit. Mais aujourd'hui, quand on est un État, Israël n'est pas une communauté juive. D'accord, mais sans Anglais et sans Turcs. D'accord, ok. Mais sans Anglais et sans Turcs, est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème de majorité non juive dans certaines régions du pays? Est-ce que c'est un problème pour un gouvernement sioniste, quel qu'il soit, de Galilée, de Negev, Galilée par exemple, qu'il y a des endroits
en Eretz Israël, où les Juifs ne viennent pas habiter, et la majorité devient de plus en plus. Pourquoi c'est un problème? Et on va pas... évidemment, on pourrait dire, non, normal, pourquoi pas, etc. Mais enfin, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Les Arabes israéliens sont des Arabes et des Israéliens. Et en tant qu'Arabes, ils ont le même problème qu'ont certains Juifs en diaspora. Ils ont un certain problème, d'autant plus que leur peuple est en guerre contre leur État depuis déjà des années, et malheureusement, on n'est pas prêt de voir la fin. Le fait que, si demain on a un accord, peut-être un accord que tu espères, ou peut-être toi aussi, je ne sais pas, je ne connais pas vos opinions politiques. Je reste totalement neutre. Mais si demain on a un accord où il y a réellement un État palestinien à 2 doigts de chez toi. De chez moi, ouais, de chez moi. Enfin, de l'aéroport. Chez moi, il y en a déjà un, d'ailleurs. Enfin, un 3e, à côté. Moi, j'habite à Netivo, donc vraiment, j'en ai un juste en bas, et on le voit, on le sent. Et donc, s'il y en a un 2e, donc, dans ce qu'on appelle la Judée et la Samarie, ou les territoires occupés, ou ce que vous voulez, etc., qu'est-ce qui va empêcher, si on laisse cette masse de non-juifs qui se trouve majoritaire dans une région très précise du pays, quelle va être la revendication demain? Et il faut que les choses soient dites de manière claire. Il y a en effet un rachat, c'est pas de la science-fiction, il y a une crainte que le lendemain, ils vont se dire pourquoi est-ce qu'on ne serait pas également affilié? Bon, évidemment, ils sont pas suffisamment stupides pour dire on va être des citoyens de l'État palestinien. Ils sont les premiers à dire, même s'ils crient apartheid, on sait bien que c'est les premiers à dire qu'ils sont venus ici qu'ailleurs. Donc il n'y a pas le risque qu'ils fassent réellement. Mais enfin, ils vont demander une autonomie, ils vont demander, etc. Il y a des choses qui sont, on a l'impression, c'est vrai, on est interdépendant, c'est vrai, mais il y a encore des problèmes qui ne sont pas résolus. Et je pense que c'est important qu'on sache que même aujourd'hui, en 2018, il y a une priorité de ce qu'on appelle les Yahed. Les Yahed, ça veut dire judaïsation de certaines régions d'Eretz Israël. Pourquoi pas? Là encore, la motivation principale, telle que l'a dit Elie, c'est la crainte. Eh bien, moi, je trouve que quand on agit par crainte, par peur, par ressentiment, on finit par faire des choses c'est pour ça qu'on a une armée, on craint. Non, l'armée, ce n'est pas parce qu'on craint. L'armée, c'est parce qu'on se prépare. Parce qu'on quoi? Non. À quoi? On se prépare à tout. L'armée doit protéger les frontières. L'armée est une expression de la souveraineté. L'armée et la police sont une expression de souveraineté. Parce que l'État a le monopole de la violence et il doit pouvoir l'exercer pour assurer la sécurité. Si on était en Suisse, on n'aurait pas une armée aussi importante que celle d'ici. Mais on n'est pas en Suisse. Si on était en Suisse, on aurait 4 langues officielles. Et on aurait peut-être une fédération judéo-arabe. Une confédération. Mais c'est ce qu'avait proposé Shimon Peres. Yehuda Glick en parle. C'est ce qu'avait proposé Shimon Peres dans le passé, une confédération israélo-palestino-jordanienne. Juste une petite... Mais c'est pas compatible avec pour conclure, parce qu'il nous reste 30 secondes chacun. Et on n'a pas parlé encore des clauses qui nous choquent vraiment. Je sais. Les liens avec les juifs de diaspora. Ça choque. Non, oui, mais est-ce qu'il me donne le temps d'en parler? Dans ta conclusion, tu as 30 secondes. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Oui, les liens avec les juifs de la diaspora, c'est formidable. Si déjà on a une loi sur l'État-nation, il faut le mettre. Sauf que les partis orthodoxes ont fait un amendement sciemment anti-diaspora pour dire que le lien avec la culture juive se fera en diaspora, mais pas en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce texte comme donnant à l'État le droit d'ouvrir la porte à des courants juifs qui ne sont pas orthodoxes. Fais confiance pour une fois à la Cour suprême que si jamais le cas se présente... Mais il ne s'agit pas de la Cour suprême, il s'agit de la loi. 30 secondes. Encore une fois, c'est cherché. 30 secondes. Non, je ne cherche pas, c'est les députés orthodoxes qui l'ont dit de leur propre voix dans les débats. Mais non, mais il peut y avoir des arrière-pensées. Je n'ai pas dit, je ne suis pas naïf, il peut y avoir des arrière-pensées avant. Mais malgré tout, ce qui compte, c'est le résultat final. Le résultat final, n'importe qui est suffisamment sioniste de manière pas extrême, mais uniquement normalement sioniste, mainstream, il lit ce texte, il oublie tout ce qu'il a lu avant et après. Je suis persuadé que la plupart des Israéliens qui ont été nourris que des déclarations officielles de ceux qui étaient opposés depuis 3-4 jours, ils sont persuadés que c'est un texte monstrueux. Je leur demande, et ceux qui ne parlent pas l'hébreu, je leur demande de regarder les traductions en français, de lire et de se faire une idée objective, en oubliant tout ce qu'ils ont lu avant, et de me dire si ce texte-là, c'était pas un texte qui aurait dû normalement
vendu comme un texte très politique. C'est pas de la bonne foi de dire ça. Ça a été vendu par Bibi comme un texte politique. Bibi a dit, c'est le moment de le faire. Mais c'est pas parce que Bibi a dit ou Bibi a pas dit. Le résultat est devant nous. Est-ce que ce texte-là, c'est un texte qui est acceptable par 90% de la population et qui aurait dû l'être par 90% des députés? Ma réponse est oui, ça aurait dû l'être. Et c'est pas normal. Ça sera ta conclusion. Il ne l'est pas. Malheureusement, c'est pas de la faute de la loi. Ça sera la conclusion. On verra maintenant à partir d'aujourd'hui ce que va faire la Cour suprême avec ce texte. Peut-être que nous aurons énormément de surprises auxquelles nous ne pensons pas actuellement. Peut-être que ça va permettre de servir de base au retrait des territoires ou à l'annexion, en disant voilà, il faut prendre une décision avec l'article 7. Ou aux deux à la fois. Ou les deux à la fois. Donc, merci en tout cas à tous les deux d'être venus débattre vivement mais poliment, comme toujours ici. Dans la fraternité. Exactement. La hardoute, au final. C'est juste après Tisha B'Av. Exactement. On vous dit à la prochaine fois. Merci Ève, merci à Yigal, merci à Élie. Et on vous dit à très très bientôt. Bye. Pas d'amalgame, l'émission où l'on est d'accord pour ne pas être d'accord.